Bonjour à tous, merci. Dans cette présentation, on va parler de l'élaboration, de la caractérisation de matériaux cellulaires architecturés biosourcés par cryodessiccation d'hydrogel de nanofibres de cellulose. En fait, on va voir comment tirer parti de l'eau pour structurer, architecturer, obtenir des matériaux intéressants au niveau structurel et également au niveau des propriétés d'usage. Alors avant de commencer, Benoît en a un petit peu parlé, quelques mots sur les nanocelluloses. Alors, on parle souvent de nanofibrilles de cellulose, de nanocristaux de cellulose. En fait, ce sont les nanorenforts élémentaires constituant la paroi des cellules des végétaux. Et puis, on va chercher à les extraire, à les individualiser en utilisant une succession de traitements chimiques et ou enzymatiques et ou mécaniques. Donc aujourd'hui, la littérature est relativement bien documentée. On sait extraire à façon ces nanoparticules de cellulose. Donc, en fonction du traitement choisi, on peut obtenir soit des nanocristaux de cellulose, donc vous avez une micrographie ici, qui ont plutôt une forme de bâtonnet avec des élancements, je dirais, modérés, soit obtenir des nanofibrilles de cellulose qui, au contraire, sont des corps extrêmement élancés et tortueux. Euh, la particularité, c'est que vous allez extraire ces nanoparticules sous forme de gel. Vous avez une photographie ici, et ce, même à de très faibles concentrations, en raison notamment du fort élancement de ces nanoparticules. Donc, si on considère ces propriétés morphologiques, couplées à des propriétés mécaniques intrinsèques relativement élevées, on parle de modules, par exemple, longitudinaux pour des nanocristaux de cellulose pouvant aller jusqu'à 200 gigapascales, on a affaire en fait à des nanorenforts biosourcés qui peuvent être utilisés pour différents domaines en lien avec l'ingénierie. Typiquement, ces hydrogels, on peut imaginer fabriquer des matériaux mous dans le domaine de la biomécanique, de la bioingénierie, ou au contraire les utiliser comme adjuvants dans des sauces de couchage, par exemple dans l'industrie papetière, pour modifier les propriétés barrières de substrats cellulosiques. On peut les employer en utilisant des procédés inspirés de la plasturgie, typiquement l'extrusion, pour obtenir des fils continus biosourcés qui, dans un deuxième temps, peuvent être tissés, tricotés pour faire des textiles techniques ou comme armure de matériaux composites, les utiliser comme film nanopapier en lien par exemple avec des problématiques liées à l'électronique souple, ou au contraire aller vers des matériaux architecturés 3D. Ce sont ces matériaux-là qui nous intéressent dans le cadre de cette présentation. Alors, ces matériaux, ils sont généralement fabriqués en utilisant un procédé de ice templeting, de cryodessiccation en français, qui est séquencé en différentes étapes. L'idée, déjà, c'est de formuler des hydrogels. Ensuite, c'est de solidifier ces hydrogels. Donc, au cours de l'étape de solidification, qui est une étape clé du procédé, on va observer des phénomènes de nucléation et de croissance de ces cristaux de glace. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette micrographie ici. Et donc, l'idée ensuite, c'est de venir sublimer ces cristaux de glace pour obtenir un squelette poreux. Et donc, on va piloter la porosité de ces matériaux-là essentiellement en jouant sur la formulation et la concentration, le taux de fibres dans l'hydrogel initialement utilisé. Alors, quelques mots sur les propriétés. Donc, ce sont des matériaux qui sont de plus en plus regardés en raison notamment de leurs propriétés d'usage. J'ai pris l'exemple des propriétés mécaniques. Vous avez un résultat typique de comportement sous chargement de compression. On est sur un matériau à 10 kg par mètre cube élaboré par des nanofibrilles de cellulose. Donc, on retrouve un comportement typique de matériaux cellulaires avec un domaine élastique, un domaine plastique avec écrouissage. Et si on regarde plus finement aux échelles inférieures, c'est ce que vous avez sur la droite, on constate que ce sont des matériaux qui sont extrêmement déformables et qui tendent à montrer, sous certaines conditions, par exemple, des mécanismes de déformation de nature réentrant qui confèrent un comportement consolidant à ces matériaux. Et donc, on se dit que ce sont potentiellement des matériaux intéressants, par exemple, pour matériaux absorbeurs de choc. Alors, cependant, quand on regarde plus précisément les propriétés de ces matériaux-là dans le contexte de la littérature, on est un peu déçu. Alors, pourquoi on est un peu déçu? Parce que généralement, déjà, les masses volumiques de ces matériaux sont faibles par rapport aux matériaux plus classiques, traditionnellement rencontrés, par exemple les mousses de polymère. Et d'autre part, les propriétés élastiques ou plastiques sont généralement un peu en dessous. C'est assez surprenant parce que quand on regarde les propriétés élémentaires des parois de ces cellules, donc c'est ce que vous avez sur la micrographie de droite, on a affaire à des nanopapiers, donc à des milieux extrêmement enchevêtrés dont les propriétés sont généralement de l'ordre de 10 à 15 gigapascales. Donc en termes de performance, on est typiquement au-dessus normalement des matériaux polymères standards tels que le PU, le PP, etc.
ce qui tend à montrer que la marge de progression, elle est importante, et ce qui veut dire aussi qu'il faut contrôler l'architecture pour pouvoir espérer faire des matériaux avec des propriétés intéressantes qui viennent concurrencer notamment les matériaux pétrosourcés. Donc nous, on se situe dans ce contexte-là avec l'idée de se dire on va essayer de mieux comprendre, mieux maîtriser les microstructures induites par le procédé en travaillant sur la formulation et notamment à haute concentration de ces hydrogels, en essayant de caractériser via diverses techniques ce qui se passe aux échelles fines lors de l'opération notamment clé de solidification, mieux comprendre l'effet de l'élancement du taux de fibre sur ces microstructures. Pardon. Du coup, l'idée, voilà, c'était de partir avec des systèmes de nanofibres industrielles, donc des nanofibrilles de cellulose vendus par le Centre technique du papier, donc à une concentration de 1%, ou des nanocristaux de cellulose vendus sous forme de pulvérilante, on va dire. Le premier travail qu'on a effectué, c'est d'essayer de formuler des hydrogels à haute concentration. Donc pour les nanocristaux de cellulose, ce n'est pas trop le problème. On redisperse cette poudre dans différents volumes d'eau. Par contre, pour les nanofibrilles de cellulose, là, ça devient plus compliqué puisqu'il faut arriver à extirper l'eau dans un milieu qui est extrêmement connecté, enchevêtré, et où les fibres ont une très bonne affinité avec l'eau. Donc la procédure qu'on a développée, c'est celle-ci. Elle consiste à chauffer à température modérée tout en brassant mécaniquement de sorte à sous vide, de sorte à évaporer l'eau tout en évitant les phénomènes d'agglomération, de filmification qui sont des phénomènes irréversibles. Pour ce qui est de la caractérisation de l'étape de solidification, donc qui est une étape clé, on a mis en œuvre des essais in situ à l'ESRF sur la ligne ID19, donc en développant un système de solidification qui est schématisé ici, donc qui consiste en une pièce en cuivre. Vous avez ici un doigt en cuivre qui est maintenu à une température négative autour de moins 35 degrés. Et sur ce doigt en cuivre, on vient en ficher un tube qui contient préalablement l'hydrogel que l'on cherche à caractériser. Donc, pour pouvoir observer ces phénomènes de solidification, il faut avoir une très bonne résolution spatiale, mais également une résolution temporelle. C'est pour cette raison qu'on a travaillé avec des temps de scan inférieurs à la seconde et des tailles de voxels inférieures au micromètre. Donc, grâce à ces paramètres d'imagerie, on est capable de suivre l'évolution du front de solidification au sein des hydrogels. Bon, par contre, il est important de noter qu'on est dans des modes d'imagerie très locales et donc on observe vraiment un volume qui est restreint au sein de l'hydrogel qui est ici observé et analysé. Je vous montre ici quelques exemples de résultats obtenus sur des nanocristaux de cellulose à une concentration de 9%. Donc on est ici dans le plan YZ, Z étant la direction de solidification. Donc, on voit très clairement sur la première image, qui est une coupe donc, de l'image 3D, l'apparition d'un front de solidification avec au-dessus, en niveau de gris moyen, les fibres et l'eau. Et en dessous, on observe les cristaux de glace donc, qui croissent au sein de l'hydrogel. Et entre ces cristaux de glace, donc, on a l'hydrogel qui se retrouve progressivement consolidé et qui formera les futures cellules des matériaux que l'on cherche à fabriquer, de matériaux poreux. Donc, à partir de ces images 3D, on peut mesurer tout un tas de descripteurs et notamment remonter par exemple à des vitesses de solidification qui, dans la direction du gradient thermique, sont de l'ordre de 1 micromètre par seconde. Même type d'expérience, cette fois-ci, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le plan XY, donc on est perpendiculaire à la direction de solidification. Et là, on s'aperçoit que les cinétiques engagées, mises en œuvre de croissance des cristaux de glace sont bien inférieures. On est 2 ordres de grandeur en dessous par rapport à la vitesse longitudinale, c'est-à-dire que nos cristaux de glace, ils croissent très rapidement dans la direction de solidification et ensuite, ils ont beaucoup plus de mal à croître latéralement. Et ça, c'est vraiment induit par la présence de l'hydrogel, du milieu fibreux qui se retrouve progressivement consolidé, squeezé. Le cristal vient vraiment pomper, drainer, extirper l'eau du milieu fibreux. Donc, on s'aperçoit qu'à ces échelles fines, la richesse un peu de la complexité aussi des mécanismes, à la fois mécaniques, couplés avec de la thermique, etc. Alors, on peut synthétiser l'ensemble de ces expériences sur ce transparent-là, qui représente sur la figure de gauche le degré d'anisotropie de nos matériaux et sur la droite la taille de pore moyenne. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que déjà, il y a différents régimes. À basse concentration, on obtient, quel que soit le type de fibre utilisé, soit les nanofibrilles qui sont extrêmement élancées, soit les nanocristaux de cellulose qui sont ici en vert plus ramassés, des structures qui sont extrêmement anisotropes,
Par contre, on a vraiment des formes de cellules qui sont différentes. On observe vraiment des structures lamellaires pour les nanocristaux de cellulose et plutôt des structures colonnaires pour les mousses élaborées à partir des nanofibrilles de cellulose. Ensuite, quel que soit le matériau considéré, à mesure que l'on va augmenter la densité relative, c'est-à-dire en fait la concentration de l'hydrogel, on va constater que nos microstructures vont avoir tendance vraiment à s'isotropiser. On va observer des microstructures qui vont être formées de pores de plus petite dimension et plutôt sphériques. En fait, si vous augmentez la concentration, mais si vous augmentez également l'élancement de vos nanoparticules, vous allez augmenter les propriétés élastiques, plastiques des hydrogels qui sont des fluides à seuil non linéaire et thixotropes, si bien qu'au bout d'un moment, en fait, la croissance du cristaux de glace va être restreinte par cette rhéologie, par ses propriétés rhéologiques, si bien qu'à un moment donné, la cinétique de nucléation des cristaux de glace va être favorable par rapport à la cinétique de croissance de ces cristaux de glace, qui va conduire à des microstructures qui sont bien plus isotropes et avec des tailles de cellules bien plus fines. Alors, les conséquences, elles sont drastiques sur les propriétés mécaniques. Voilà, on observe vraiment des évolutions, comme bien souvent pour ces milieux alvéolaires ou cellulaires, en loi puissance, des propriétés élastiques et plastiques avec la densité relative. On note à travers ces études l'importance également de l'anisotropie structurelle sur l'anisotropie mécanique. Donc, on peut vraiment, à façon, avoir des propriétés très diverses. Et à haute concentration, ce que l'on constate, c'est que les matériaux élaborés avec les fibres les plus élancées sont quand même les matériaux avec les propriétés spécifiques les plus importantes. Alors pour conclure, si on maîtrise bien le procédé de mise en œuvre, j'en ai peu parlé dans cette présentation, si on maîtrise bien la formulation, la concentration des hydrogels initiaux, voilà, il est possible, on montre qu'il est possible d'aller vraiment commencer à avoir des propriétés en termes de masse volumique et de propriétés mécaniques qui viennent concurrencer les matériaux pétrosourcés type mousse de polymère. Maintenant, on peut encore aller plus loin, c'est tout l'intérêt du procédé qui est relativement versatile. On peut, par exemple, jouer sur cette étape clé de solidification. Alors ici, un exemple où on vient vraiment brasser mécaniquement lors de la solidification, lors de la croissance des cristaux de glace, pour obtenir des grains à différentes échelles caractéristiques et obtenir ici, en l'occurrence, des mousses dites bimodales, avec vraiment deux échelles différentes en termes de porosité. On voit qu'on peut considérablement tuner, améliorer les propriétés à façon de ces matériaux-là par ce biais-là. Un autre exemple, ici, on a plutôt travaillé sur la conception de moules. Donc, on peut s'amuser à élaborer des matériaux à différentes échelles de porosité. On a vraiment l'échelle de la cellule, du motif répétitif. Ici, on a essayé de travailler sur l'élaboration de matériaux oxytiques avec des propriétés réentrantes. Et on retrouve également l'échelle de la porosité au niveau de la cellule, donc ce qui permet d'obtenir vraiment des propriétés spécifiques intéressantes pour ces matériaux-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je tiens à m'excuser encore une fois pour le problème technique pour la présentation. Bon, c'est bon, c'est rattrapé. Est-ce qu'il y a une question? J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Ah si. Il y a une question de Samuel Mandin. Est-ce que vous avez essayé de faire, par exemple, du SAX pour observer l'orientation des CNC, par exemple, dans les parois des aérogels? Alors, voilà, c'est des choses. Nous, on n'a pas, personnellement, on n'est pas allé là-dessus, mais par contre, dans la littérature, voilà, on commence à retrouver des articles pour essayer vraiment de caractériser avec ces outils-là et remonter à des orientations de fibres. Effectivement, c'est un outil qui peut être utilisé pour faire ça.